Alors bonjour à tous, je vais essayer de parler assez fort mais j'ai la voix qui est cassée. Rémi Pignot, SCA du BSP, ferme familiale en polyculture élevage, située dans le département de l'Aisne, donc pas si loin de la Belgique, dans un secteur grande culture, très peu d'élevage, avec beaucoup de cultures industrielles, betteraves sucrières, pommes de terre, légumes. Là, un peu la particularité, nous, de la région. En plus de l'activité sur l'exploitation, j'ai une activité de conseil indépendant sur les techniques de pâturage auprès des éleveurs depuis 2019. Donc ça me permet de concilier les deux, de pouvoir faire l'activité agricole, faire des essais sur l'exploitation, sur des nouvelles pratiques et de pouvoir le diffuser après auprès d'autres agriculteurs. Donc principalement dans la région Nord et Ardennes. Donc sur l'exploitation, l'atelier culture, on a à peu près 150 hectares d'SAU, une trentaine d'hectares qui est consacré à la prairie. Le reste sur des sols très hétérogènes, c'est-à-dire qu'on a des sols très argileux, limon battant et terre crayeuse, tout ça des fois sur des parcelles de 5 hectares. Donc ça oblige à avoir une diversité de cultures pour pouvoir répondre au potentiel des sols. Donc on a 9 cultures sur la rotation, donc principalement les céréales, le colza, betterave sucrière, betterave fourragère, le maïs qui est arrivé dans la rotation depuis peu, les pois, luzerne, avoine. On essaye d'avoir une rotation la plus longue possible et d'y intégrer un couvert le plus souvent possible aussi entre chaque culture. Donc aujourd'hui on arrive à intégrer facilement les couverts entre les cultures d'été et culture de printemps, mais aussi on arrive aujourd'hui à mettre entre un pois récolté fin juillet, remettre un couvert en attendant le blé qui arrivera à l'automne. Ces couverts, ils sont soit à vocation de culture dérobée, soit couverts agronomiques. Ils sont généralement semés sans trop savoir la destination. C'est en fonction des bilans fourragers et de l'évolution de l'année que le choix se décide à l'automne. Au niveau des bovins sur l'exploitation, on est en système limousin, 55 vélages, principalement sur septembre-octobre, avec vente des mâles en broutard. Les femelles sont graissées sur l'exploitation. Le troupeau est de plus en plus parti sur la génétique sans cornes. Et on essaye dans la partie engraissement de travailler le maximum les fourrages de l'exploitation. Donc avec une très grosse base luzerne enrubanée, du maïs grain produit sur l'exploitation, des céréales de l'exploitation et un complémentaire qui vient nous équilibrer la ration. Aujourd'hui, c'est nos objectifs d'essayer de produire le maximum de la ration sur l'exploitation, chose qui ne se faisait pas il y a une dizaine d'années. On a l'évolution du système fourrager qui a été assez important. Donc le système fourrager, dans ses grandes évolutions, c'est qu'on est dans une région très betteravière, très sucrière. On a arrêté la pulpe surpressée il y a 4 ans pour la remplacer par différents fourrages que l'on a essayé de tester à notre système et à notre potentiel. Donc on a intégré le maïs en silage et la betterave fourragère pour remplacer le système pulpe. Aujourd'hui, on a développé aussi beaucoup la luzerne sur l'exploitation. On a même développé des partenariats avec des voisins céréaliers pour qu'ils puissent intégrer la luzerne dans leur rotation à eux et nous on achète la luzerne. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de souplesse et aussi de pouvoir avoir une rotation assez longue sur nos terres au niveau de la luzerne. Dans l'évolution du système fourrager, cela nous a amené à faire beaucoup d'essais. On a intégré pendant plusieurs années la technique du sorgho pour essayer de bénéficier de stocks fourragers assez facilement. Donc des sorghos multicouples parce qu'ils sont faciles à implanter, demandent très peu d'intrants, très peu de travail. Donc cette culture fonctionne très bien les années qui pleut, mais les années de sécheresse, elle est très compliquée parce qu'on est sur des semis tardifs. Donc là, c'est l'exemple d'une année où on a eu de l'eau régulièrement. Donc on fait une coupe en juillet, au mois de septembre on revient, on refait une deuxième coupe, ça se passe très bien. On a des très bonnes valeurs alimentaires, mais par contre les années de sécheresse, on a des rendements très médiocres. Et donc du coup, on n'a pas renouvelé les essais, trop à risque. Et c'est pour ça qu'on se concentre plus sur la luzerne, le maïs et la betterave. Donc le système il est très poussé sur l'enrubanage parce qu'on a une grande partie de l'alimentation qui est en libre service dans le bâtiment, réduction du temps de travail et de la mécanisation.
Donc la technique de l'enrubanage, même si elle peut être coûteuse, elle correspond à notre besoin. Et par contre, qu'est-ce que j'aime bien dire, c'est que l'enrubanage, c'est un gros travail de stockage, parce qu'il faut vraiment séparer toutes les qualités de toutes ces récoltes. Si on prend de la luzerne, qu'on fait 4 coupes, voire 5 coupes par an, c'est 5 qualités différentes. Donc il faut être capable de séparer tous les lots par qualité. Et dès lors qu'on commence à intégrer de la prairie temporaire, plus ou moins riche en légumineuses, ça nous demande une grande diversité de qualité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille beaucoup sur des techniques de couleur pour bien alloter nos fourrages, pour essayer de les mettre en face des animaux qui en ont le plus besoin. Je vais vous faire un petit focus sur quelques cultures fourragères et l'itinéraire technique qu'on peut lui apporter. Donc sur la luzerne, aujourd'hui les luzernes, nous c'est implantation sous couvert obligatoire. Donc c'est-à-dire principalement du seigle. On implante le seigle avec un déchômeur rapide à la volée. Et on vient repasser avec un combiné de semis pour implanter la luzerne, pour avoir une meilleure précision et placement de la graine de luzerne. Et on récolte en verre ce mélange sur le mois de mai. Donc le stade est secondaire pour moi. Le plus important, c'est d'intervenir avec une récolte qui ne dégrade pas le sol et qui permet de garantir une luzerne pour des années derrière. Donc voilà le résultat quelques mois après. Donc là au mois de mai, le jour de la fauche. Donc c'est une année où il a été pluvieuse, donc le seigle a continué son cycle. Mais par contre, on voit au sol qu'on a une luzerne qui est là, prête à partir. Quand on s'approche un peu, on voit qu'il y a la densité de luzerne comme il faut. Il y avait même un petit peu de trèfle qui avait été associé à la luzerne. Et de plus en plus, la pratique va vers ce sens-là. Et donc ça, c'est 2-3 jours après, juste au moment de l'enrubanage, on voit déjà toutes les lignes de luzerne qui sont déjà là, reparties, alors qu'elles étaient dissimulées dans un seigle qui faisait plus d'1,60 m de haut. Donc la luzerne, c'est aussi la durée dans le temps. Donc là, si on voit sur le haut de l'image une différence de couleur, c'est qu'on a travaillé sur des essais d'implanter des céréales directement dans les luzernières, tout simplement pour augmenter les rendements de première coupe, mais aussi limiter le salissement des luzernes qui peuvent se faire dans le temps. Là, vous avez une luzerne qui a 4 ans, qui commence à vieillir, qui se salit en première coupe reprise de printemps. Et en fait, on observe très vite que dès qu'on vient lui associer des céréales pour l'hiver, on a quand même une réduction des adventices dans la luzerne et ça permet un bon gain de récolte. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à se tendre à se développer. Le seul frein qu'on a sur l'exploitation, c'est notre parc matériel qui n'est pas 100% adapté à cette technique-là. Mais quand on aura trouvé un semoir ou trouvé quelqu'un pour nous le faire, ça sera la bonne solution. Je vous ai repris cette petite photo aussi parce qu'on a tendance à dire que la luzerne, ça résout beaucoup de problèmes dans les sols, ça résout les compactions et beaucoup de choses. Cette luzerne avait une seconde année un peu moyenne. On avait mis ça sur le dos de la météo. Et finalement, quelques années après, quand on a pris le temps de prendre le télescopique et de faire un profil, on s'est rendu compte qu'en fait, un peu en profondeur, 18-20 cm, la racine de luzerne avait carrément fait un nœud. Tout simplement parce qu'il y avait une semelle de labour qui se promenait. Ça boîte des limons crayeux, la semelle de labour, ça peut exister. Et donc même la luzerne, elle est capable de perforer, mais en attendant, le temps qu'elle passe toute son énergie à travailler le sol, elle ne le passe pas à produire des fourrages. Donc ça a été assez flagrant pour nous de prendre conscience aussi que les luzernes, ça améliore, mais il ne faut pas non plus les mettre dans des conditions extrêmes si on veut une production fourragère. Et on est toujours sur la même parcelle. Et j'ai pris cet exemple-là, c'est cette année. Donc on voit le blé, une décoloration, à peu près à 17 mètres de la bordure. Donc la décoloration, c'est la présence de vulpins, comme on voit beaucoup dans beaucoup de parcelles de céréales maintenant. Et on voit que finalement, c'est la bordure du champ qui est propre et pas l'intérieur. Tout simplement que la bordure du champ était en luzerne pendant 4 ans et l'intérieur du champ en rotation classique. Et on voit bien que l'effet de rotation, d'intégration d'une luzerne dans des rotations céréalières, c'est un gros effet sur le salissement, sans parler de molécules ou de produits, tout simplement juste de allongement de rotation, l'impact que ça peut avoir. Donc ça nous motive à continuer avec cette culture dans la rotation. Je vais vous parler des couverts et culture dérobée. Pour moi, ils sont très fort liés, comme je vous ai dit tout à l'heure.
Ils ont les deux vocations. On essaie de trouver la synergie. Là, sur la photo, c'est un exemple de couvert qu'on fait après un pot, donc un couvert qui reste 70 jours en terre. Une grosse base crucifère, radis fourragé, radis chinois, roquette. Cette année-là, il y avait un petit peu de sarrasin et les légumineuses ont du mal à se défendre dans des mélanges comme ça parce que les crucifères se font plaisir avec les reliquats azotés. Donc les cultures dérobées, il y a deux façons de les voir. C'est qu'on peut les récolter par la fauche comme par le pâturage. Pour nous, la fauche elle a la contrainte d'intervenir au mois d'octobre, une période où il y a beaucoup de travaux dans les champs. Donc le pâturage, c'est la meilleure solution et la plus souple. Donc du coup, on a fait déjà pendant plusieurs années du pâturage sur différents couverts, différents assolements. Donc généralement une grosse base avoine. Donc aussi bien donc, pâturé par des génisses que par des vaches. Donc là, c'est l'exemple d'une avoine qui avait bien vieilli. On est arrivé fin novembre. On arrivait toujours à faire du pâturage au fil avant avec les animaux dessus, avec très peu de résidus derrière et surtout une bonne portance des sols. Même si c'est des sols qui sont très limoneux, mais le couvert apporte la portance. Autre exemple de pâturage, là c'était des rotations blé sur blé, donc on intégrait une crucifère, donc la moutarde d'Abyssinie entre les deux, qu'on venait faire pâturer par les animaux sur le mois d'octobre avant d'implanter le blé. Ça permettait de faciliter l'implantation et aussi de faire une biomasse qui était produite pour pas très cher, parce que les crucifères ça reste un bon rapport. Et un très bon résultat sur les animaux parce que c'est une crucifère qui fonctionne très bien au niveau performance. Donc ça c'est quand ils ont commencé les premiers jours de pâturage rationné au fil et ça c'est la photo au mois de novembre, juste avant de semer le blé où même si elles ont été dans la parcelle pendant plusieurs semaines, on a très peu d'impact sur le sol au niveau piétinement. Je vais vous toucher deux mots sur ma seconde activité, qui est surtout liée avec les cultures dérobées, donc l'activité de conseil qui me permet de faire des essais sur l'exploitation et de diversifier les données et les mélanges. Tous les ans, j'aime bien mettre en place des choses. Juste là, par exemple, quand on parle de couvert, voilà un exemple de 3 avoines. Voilà, il y a 3 familles d'avoines différentes et souvent on a tendance à réunir tous les avoines dans la même catégorie. Donc voilà, entre l'avoine méditerranéenne, l'avoine fermière et de printemps et l'avoine rude, un peu la différence de feuillage qu'il peut y avoir et de biomasse en résultat. Là, je vous ai remis un petit exemple de mélange qui est assez basique, assez classique quand on fait du fourrage. C'est l'association graminées légumineuses crucifères. On essaye d'avoir des densités de semis pour faire du résultat en essayant de maintenir aussi un budget semences. Et sur le type de sol assez limoneux, argileux, on arrive généralement entre 2,5 tonnes et 3 tonnes de biomasse à 90 jours après semis. Donc les années assez précoces en moisson, ça va. Après, quand c'est un peu plus tardif, c'est plus compliqué à espérer la récolte. Mais par contre, aujourd'hui, un des gros facteurs qu'on a pu observer sur l'exploitation, c'est le facteur azote. Et on voit bien là ici le petit graphique où que dès qu'on apporte 30 unités d'azote sur le couvert à destination de cultures dérobées, on arrive à gagner en tonnage assez vite pour valoriser l'investissement en semences et aussi l'investissement derrière en récolte. Et on s'est beaucoup posé la question aussi, à force de vouloir récolter des fourrages très souvent dans le système, est-ce que ce n'aurait pas une incidence sur l'épuisement du sol ou des besoins à compenser importants? Donc on a pris le temps de regarder par rapport à la méthode Merci qui nous aide à apporter des bonnes notions là-dessus. Et en fait, on se rend compte qu'en boostant le rendement par l'apport de fertilisants, on arrive quand même à maintenir des retours au sol en potasse et phosphore relativement intéressants. Une seconde culture qui a pris sa place sur l'exploitation, qui avait disparu, c'est la betterave fourragère. La particularité, c'est que l'on fait de la betterave fourragère typée sucrière. Donc comme vous voyez sur la photo, ça c'est bien nos fourragères, c'est pas les sucrières. Donc on met des fourragères qui ont une teinte blanche parce qu'elles ont un gros taux de matière sèche. Et on en est assez content par rapport au stockage surtout.
Parce qu'avec les hivers doux, le stockage devient de plus en plus compliqué. Donc nous, on travaille au bâchage aussitôt récolte. Donc le tas est fermé assez vite pour éviter l'entrée d'eau, pour que la betterave sèche puisse se déterrer facilement et éviter tout problème de développement de pourriture par la suite dans le tas. Et donc ça, c'est les mêmes betteraves le 29 avril, où le tas reste très stable. On n'a pas de problème de conservation malgré les hivers de plus en plus chauds. Donc nous, sur l'exploitation, les betteraves sont distribuées avec un godet distributeur qui hache les betteraves. Donc on les écrase une fois sur le silo de maïs en silage et par la suite on reprend le mélange maïs-betterave pour distribuer à l'oche aux bovins. Dans l'approche que j'ai sur l'exploitation et avec les exploitations que j'accompagne, donc c'est une approche agroécologique, comme on peut appeler ça, et en fait c'est de prévoir du pâturage à chaque saison et de pouvoir mettre les animaux dans les parcelles pratiquement toute l'année. On sait que l'herbe ne pousse pas toute l'année, donc on essaye de trouver d'autres fourrages. Donc depuis quelques années, je travaille beaucoup sur la technique de la betterave fourragère pâturée. Donc voilà un exemple avec un éleveur avec qui je travaille beaucoup sur le sujet, où ça a permis d'intégrer de la betterave pâturée dans ses rations à partir du 15 août jusqu'au 1er novembre, on va dire jusqu'à la veille des sols qui ne puissent plus porter les animaux. Ça permet d'avoir des belles biomasses. L'année dernière, où on avait une très bonne année, on fait des 25 tonnes de matière sèche à l'hectare très facilement, feuilles plus racines, donc on est sur des résultats très intéressants, avec des feuilles très riches en azote, des racines riches en énergie, donc on a un plat qui est très intéressant. Et les animaux qui ont une très grande capacité à aller chercher la betterave par eux-mêmes, la déterrer, la consommer, donc on réduit quand même très fortement les coûts de mécanisation. Et pour ceux que ça inquiéterait, on n'a pas plus de problèmes de butyrique ou de choses qui poseraient des problèmes sur la qualité du lait. Ça fonctionne aussi très bien en mouton. Là, sur des agnelages du 15 août, ça permet de faire les débuts de lactation directement sur de la betterave. Même si les moutons paraissent petits, les brebis sont capables d'aller chercher la racine, sont capables de creuser pour ingérer la racine. Donc là, c'est quelque chose qui peut être très intéressant dans des systèmes comme ça d'agnelage de fin d'été. Et ça garantit les résultats de production parce que la betterave, finalement, c'est quelque chose qui est assez régulier dans sa production d'une année sur l'autre. Et donc pour finir, je voulais aussi vous mettre ces deux petites photos d'un éleveur que j'accompagne depuis des années où finalement, on trouve toujours des fourrages à pâturer, peu importe les années ou les problèmes qu'on peut avoir. On a un problème d'un hiver qui va pas, on loupe une culture, on met un sorgho. Le sorgho, il sera là disponible pendant la sécheresse du mois de juillet-août. On fait du maïs épi pour faire sa ration d'hiver. Et la paille de maïs épi, c'est un très bon aliment. On a juste à mettre les animaux dedans. Pendant 3 semaines, on peut nourrir des vaches qui n'ont pas trop de besoin. Et quand on arrive à des systèmes pâturants comme ça, avec cette synergie culture-élevage, ça reste relativement très intéressant. Et on réduit très fortement la part de mécanisation dans le système. Donc sur la betterave fourragère pâturée, on sait très bien que c'est un produit très riche, donc il faut rationner. Donc on est parti sur le principe de 1 mètre de fil avant chaque jour aux animaux. On sait que c'est un produit qui est assez, on va dire, appétant. Donc les animaux, comme vous avez vu sur la vidéo, ont tendance à se mettre à genoux et à aller sous le fil. Donc ça donne facilement 1,50 m disponible par jour. L'avantage en mettant en route au 15 août, c'est que en fait, le rendement de la betterave n'est pas terminé. Et en mettant 1 mètre de fil tous les jours, la quantité est limitée. Et plus on va avancer dans l'automne, plus le rendement va monter de la betterave et la transition va se faire aussi facilement. Donc là-dessus, on n'a pas trop de problèmes. En plus, on a beaucoup de feuilles en début de saison sur le mois de septembre. Elles vont réduire et c'est les racines qui compensent le rendement. Donc là-dessus, ça se passe très bien. Du moment qu'on a un fil qui rationne les animaux facilement. En système mouton, on était sur des fils avant, mais beaucoup plus larges, où finalement on avançait le fil de X 20 mètres, 30 mètres tous les jours dans la parcelle, et elle se promenait dans les betteraves. On avait beaucoup moins de problèmes par rapport, on va dire, à leur pâturage, par rapport à des vaches. Donc les vaches, on les rationne de cette façon-là,
Et aujourd'hui, le principe, c'est de laisser l'accès à la prairie en même temps. Comme ça, dès que l'animal a fini les betteraves, il voit bien qu'il n'y a plus rien à manger dans la parcelle, et ben, il s'en va dans la prairie qui est à côté et il fait son cycle de pâturage dans la journée. Et pour l'éleveur, c'est aussi une astreinte en moins de travail. Et après, la différence en silage, en rubanage, comme j'avais dit au début, nous, c'est par rapport à la conception du bâtiment, la main-d'œuvre, la mécanisation. Le rubanage est beaucoup plus simple, parce qu'il suffit de poser le ballot et on a fini. L'ensilage demanderait un peu plus de mécanisation, mais il serait moins coûteux en frais de récolte. Après, on est, comme je disais aussi, dans une région où il n'y a pas d'éleveurs. Si on veut une ensileuse, il faut qu'elle fasse 1h30 de route. Si voilà, il n'y a pas de CUMA, il n'y a pas. Voilà. Donc après, le peu d'éleveurs qui restent, bah, finalement, par question de simplicité, beaucoup sont sur les systèmes en rubanage par rapport à ça. Et la diversité des fourrages, l'enrubanage permet de mieux alloter que l'ensilage a tendance à mélanger et diluer. Donc au niveau de la clôture, on est sur des parcelles qui sont reclôturées avec un fil extérieur en début de saison pour être alimenté comme il faut, et on vient subdiviser avec un fil avant qu'on vient déplacer tous les 2 jours, 3 jours, voilà, en fonction de la biomasse et du nombre d'animaux. En général, on essaye de profiter d'une prairie permanente à proximité pour la facilité du point d'eau, mais aussi la facilité en période très humide de pouvoir reparquer les animaux sur une surface plus portante, avoir de l'abri aussi pour les animaux. On essaye d'avoir ça. On a la chance dans notre parcellaire d'avoir des petites prairies de 2-3 hectares qui se trouvent au milieu des grandes parcelles par rapport à des potentiels de sol qui sont restés en prairie. Donc on essaie de profiter de ça. Donc elles sont en clôture électrique. Les animaux sont habitués déjà dans les prairies permanentes en clôture électrique. Donc on n'a pas du tout de contrainte avec ça. Elles sont déjà très bien habituées. Après, la deuxième question sur la portance. Voilà. On a pu observer pas d'écart, on va dire. On a eu des fois des périodes très humides sur des zones très argileuses où on pensait que sur les cultures comme le pois qui arrive après, qui est assez sensible à la compaction, retrouver des hétérogénéités. Et finalement, il y en a très peu. Parce que quand on commence à regarder un petit peu le sol, il peut y avoir de la compaction sur la surface du sabot, mais entre chaque sabot, le sol n'a pas été touché. Donc ça reste très limité. Et même si les animaux bovins peuvent être très lourds, ils restent quand même déjà beaucoup plus légers qu'un tracteur. Et ça, c'est à observer dans le sol. On a quand même beaucoup moins d'impact sur le sol. Je vais faire la parenthèse avec les betteraves pâturées. Quand on arrive au 1er novembre, qu'on envoie 80 vaches laitières dans une parcelle où elles ont pâturé les betteraves la semaine d'avant, on n'a plus du tout de couvert pour faire la portance. Et finalement, quand on fait un test bêche, on est sur une compaction qui ne va pas au-delà de 5 cm de profondeur. Donc tout à fait maîtrisable et récupérable par la mécanique. Et dans les couverts, on a l'avantage d'avoir la portance par le système racinaire qui vient nous aider. Donc là-dessus, après on peut jouer aussi sur les catégories d'animaux. C'est chose que je fais certaines années. On essaye de mettre les plus petites au pâturage des couverts et on ne met pas les vaches. Faute de ça, les animaux qui sont plus légers. Ça peut aider aussi les années très humides.